Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, l'initiative Avenir commun durable porte le temps dans son nom, dans le substantif avenir, bien évidemment, et dans l'adjectif durable, désignant ce qui est susceptible de durer longtemps. C'est la traduction de la notion anglaise de sustainable qui qualifie une configuration de la société humaine qui lui permet d'assurer son maintien. Dans mon imaginaire, cela crée une bonne résonance avec la musique, me rappelant le sustain de la guitare électrique, cette façon de jouer qui consiste à maintenir une note dans le temps. Mais c'est de la musique de nos vies que nous parlons ici. Une réflexion sur le temps nous a donc paru légitime et opportune, d'autant plus que cette dimension constitue un terrain commun, l'autre terme fort de notre initiative, pour les différentes expertises qui participent à Avenir commun durable. Le temps est, pour toutes les disciplines, une condition d'intelligibilité des phénomènes que l'on étudie. Qu'il s'agisse de tracer les variations du matériel génétique à la base de l'évolution des êtres vivants ou de mesurer en physique les interactions de particules ou, au contraire, de concevoir les antiparticules en se propageant en rebours dans le temps, qu'il s'agisse pour les climatologues d'étudier l'évolution du climat sur le long terme ou pour les juristes de comprendre comment il serait envisageable de protéger les intérêts des générations futures, qu'il s'agisse pour un économiste d'estimer la durée la plus adaptée pour un investissement dans des conditions d'incertitude liées à la transition énergétique ou encore pour un ministère d'évaluer s'il est raisonnable que les contribuables financent une recherche libre dont les résultats sont par définition imprévisibles et leurs retombées dans l'industrie lente. Dans tous ces cas, il s'agit sans exception de situer notre questionnement dans le temps. Rien ne serait compréhensible en dehors d'une taxonomie chronologique. Et je n'ai même pas parlé, car c'est trop évident, du travail de l'historien. Le but de notre colloque est donc de réfléchir à ce périmètre commun qui rend possible toutes nos sciences et qui est pourtant si différent pour chacune, à partir, bien entendu, de la traditionnelle distinction de deux dimensions conceptuelles vis-à-vis du temps. La première peut être qualifiée d'objective ou quantitative. Mathématisée, elle correspond aux paramètres temps étudiés par la science physique. Une autre voie de représentation du temps est subjective et consiste dans l'exploration qualitative de sa perception par l'être humain. Il faut bien reconnaître qu'il existe non pas le temps conforme a priori de l'intuition sensible, mais bien une pluralité de temporalités qui diffèrent en fonction des séries empiriques considérées, le temps du climat, le temps de l'économie, de particules, des arts. C'est cette condition qu'on pourrait qualifier de polychronie qui permet de voir certains problèmes, voire des problèmes, et de les catégoriser. Par exemple, le rapport entre le temps long de la science et le temps court de l'information, ou encore entre l'urgence et l'ordinaire. De cette polychronie naît la volonté de mettre en dialogue les expertises dans notre colloque plutôt que de seulement les juxtaposer et de centrer cette journée sur deux idées. D'abord, la prévision, ensuite la vision du temps. À propos de la vision du temps, cet après-midi, il s'agira d'approfondir la nature du temps et son impact sur la nature des disciplines, c'est-à-dire la façon dont leur objet est pensé en fonction de l'idée du temps qu'elles adoptent, et respectivement en métaphysique, en physique, avec Claudine Tiercelin et Serge Haroche, ensuite dans le champ de l'histoire et du droit, avec Patrick Boucheron et Béatrice Parence. Dialoguer autour de la prévision, en revanche, ce matin, signifiera, au fond, réfléchir à comment prendre des décisions dans l'état d'incertitude. Le colloque s'ouvrira par une réflexion sur la nature même de la prévision en climatologie, mise en rapport et opposée à la prophétie. C'est de la tension entre ces deux pôles que parleront d'un côté Hervé Lettreux et de l'autre Sylvain Piron et Florence Léré. Ensuite, les interventions de Jean-Marie Tarascon et de Philippe Aguillon
porteront sur le rapport entre le temps long de la recherche et de l'innovation technologique d'une part et les choix économiques, souvent à court terme, d'autre part. Pour donner à cette volonté de dialogue un cadre adapté, à la fin de chacune des 2 séances, une table ronde réunira les 4 intervenants et seront animés par Christian Gaulier, premier titulaire de la chaire annuelle Avenir commun durable au Collège de France, et par Thierry Derez, président directeur général de Covea, une entreprise d'assurance dont le travail repose sur la probabilité de réalisation du risque dans un temps donné. Nous espérons, cela va de soi, que leurs échanges seront plus détendus que le dialogue de sourds qui opposa Albert Einstein et Henri Bergson, il y a presque exactement 100 ans, au mois près, le 6 avril 1922, à marge du cycle de conférences donné par Einstein au Collège de France. C'est alors que Einstein s'empressa de trancher le nœud gordien. À proprement parler, il n'y a pas, au-delà du temps physique et du temps psychologique, un troisième temps qui serait l'exclusivité des philosophes. Nous verrons bien. Pour favoriser les échanges, nous avons profité de l'opportunité qui nous a été offerte par le site La Vie des idées d'engager une réflexion préalable sous forme d'entretien avec les intervenants. Jean Ségré, Ariel Suami, à Céline Surprenant et pour l'organisation Benjamin Campèche, à David Adjemian, à toute l'équipe de relations presse et de la communication et à Madame Chéron de la Fondation du Collège de France. Au fond, au-delà de toute réflexivité, l'envie d'organiser ce colloque naît d'une simple question qui les résume toutes. Combien de temps encore? Nous vivons sous une pluie de chiffres et prévisions. Et l'entropie n'est que perte d'informations. J'aimerais savoir, je vous l'avoue, combien de temps il faudra avant que le réchauffement climatique ne rende invivable Paris, si cela doit arriver. Ou combien de temps il faudra avant que l'expansion des océans submerge les côtes des États-Unis? Et jusqu'à quel point? Ou combien d'années avant la disparition des glaciers de l'Himalaya? Ce dernier exemple n'est pas choisi au hasard. Il a fait l'objet d'une forte controverse, car un rapport du GIEC le situait en 2035, mais après, on a compris que c'était plutôt d'ici 2350. Une simple inversion de chiffres, mais cela montre toute la difficulté pour nous citoyens de nous orienter dans des domaines très complexes. C'est pourquoi le premier mot du colloque sera celui d'Hervé Lettreux, qui pourra nous donner quelques points de repère fiables et nous faire comprendre plus en profondeur les bases scientifiques sur lesquelles reposent ces prévisions, ou comme on préfère les nommer, ces scénarios d'évolution. Scénarios d'évolution, encore une locution où sciences humaines et sciences de la nature se retrouvent associées. Donc, comme à la gare, nous posons la question du temps d'attente en regardant nos montres qui, tout d'un coup, nous semblent si inadaptées. Mais ce n'est pas seulement le catastrophisme qui provoque notre impatience, c'est aussi l'arrivée des secours qui nous agitent. Dans combien de temps la fusion nucléaire nous apportera-t-elle de l'énergie plus propre? Et quand disposera-t-on des batteries capables de stocker les énergies intermittentes comme celle de l'éolien? Et quand disposerons-nous d'une technologie de captage et stockage du CO2 à grande échelle? C'est de ce type de questions qui surgit notre interrogation première et donner des points de repères fiables, j'ose pas dire certifiés, mais fiables, c'est au fond l'idée même qui anime Avenir commun durable. Mais le titre de notre colloque, Avenir, quel temps d'attente, joue aussi plus discrètement avec un passage des Confessions de Saint-Augustin, au XIe livre, où Augustin offre sa définition du temps subjectif écartelé entre 3 extases. Il y a 3 temps, dit Augustin, un présent où il s'agit du passé, un présent où il s'agit du présent, un présent où il s'agit du futur. Il y a en effet dans l'âme, d'une certaine façon, ces 3 modes du temps, et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire
Le présent du présent, c'est l'observation. Le présent du futur, c'est l'attente. Les temps, en effet, supposent une incessante succession d'instants, c'est-à-dire un changement permanent. Son être s'évanouit dès qu'on cherche à le saisir. Comment donc le temps peut-il avoir quelque réalité que ce soit? La réponse d'Augustin, nous l'avons entendu, est que le triple mode de présence existe dans l'esprit. C'est par le souvenir, l'observation et l'attente que la conscience perçoit le temps. Augustin précise qu'il y a une distinctio animi, une distension, un déploiement de la conscience qui rend possible la coexistence du futur et du passé dans le présent. Le présent de l'esprit est une attention tendue vers ce qui est à venir et vers ce qui est passé. La conscience constitue une sorte de pont ou un lieu de passage étendu. Dans cette configuration, l'avenir consiste justement dans le temps d'attente. Et c'est justement à partir de la notion d'attente que nous pouvons donc peut-être, réfléchir sur notre condition contemporaine et notamment sur la perception du temps qui est propre à notre époque. Nous aventurer dans ces chronosophies dont nous a parlé Thomas Romer d'une façon très vivante, j'ose dire vécue. Cette crise climatique nous dit-elle quelque chose sur notre vision du temps historique? J'ose une brève remarque. Le temps historique, nous dit par exemple Reinhard Koselleck, est produit par le rapport qui s'instaure entre le champ de l'expérience, d'une part, et l'horizon d'attente. D'autre part, notre rapport au temps est engendré par la tension entre ces deux champs. Et on perçoit aisément l'influence d'Augustin. Le champ d'expérience est ce que nous avons déjà expérimenté, vécu, connu, et nous ménage donc ainsi des possibilités, des prévisions, des éventualités à venir. Le champ d'expérience crée de cette façon un horizon d'attente qui, comme l'a bien montré Alexandre Escudier, est fait du probable et du souhaitable, c'est-à-dire est constitué par des éléments cognitifs pronostiquant le futur proche. Mais il est fait aussi d'éléments normatifs et des valeurs appelant de leur vœu un devoir-être en futur qu'on souhaite ou qu'on craint. Alors, la façon dont une société se comprend se distingue d'une autre justement en fonction de l'importance que l'on accorde soit au champ d'expérience, au passé, soit à l'attention, au présent, soit à l'horizon d'attente, l'avenir. Dans l'Antiquité, assez conservatrice, c'était le passé qui produisait la lumière éclairant les autres dimensions du temps. C'était la fonction du prêtre. En revanche, on considère que dans la modernité, après les Lumières, c'est l'horizon d'attente qui prend de cette fois toute la place. C'est vers lui que le temps s'écoule. Les modernes sont ainsi passés d'un régime d'attente eschatologique, parousiaque, à un régime d'attente téléologique, donc un projet de société. Mais après 1989, on est en revanche plongé dans ce que François Hartog appelait le présentisme, qui se caractérise par un présent massif, envahissant, omniprésent, qui n'a d'autre horizon que lui-même. Cela dépend du fait que tout se transforme à une vitesse accélérée. Par conséquent, notre champ d'expérience ne nous fournit plus de modèles pour prévoir le futur. D'autre part, la chute des idéologies, le manque de capacité de concevoir une configuration de la société affaiblit aussi la composante de valeur, le souhaitable. Donc l'autre composante, pas seulement la composante cognitive qui nous permet de faire une prévision, mais aussi les valeurs à la lumière desquelles on peut établir un projet de changement. Alors, nous ne voyons qu'une accélération désormais sans télos, sans finalité, pas de projet,
pas de l'art politique qui puisse faire évoluer dans une direction déterminée. Alors, il serait assez audacieux de ma part de vous suggérer que peut-être ce présentisme est en train d'être remplacé par une autre vision, un autre paradigme. Mais c'est précisément ma participation à Avenir commun durable et les dialogues avec des collègues qui en savent bien plus que moi qui m'a permis d'entrevoir que quelque chose peut-être se dessine. On dit, nous venons de l'évoquer, qu'après 1989, le présentisme a effacé l'horizon d'attente, le regard tourné vers le futur. Mais alors, quelle place accorder à toutes ces échéances, à toutes ces deadlines? Oui, vous savez, deadline, la date butoir, c'est l'étymologie effrayante, c'est la ligne de mort qui désigne la limite au-delà de laquelle un prisonnier ne peut s'aventurer sans courir le risque d'être abattu par les gardiens. Les deadlines s'accumulent. Pour 2030, l'objectif est d'adapter les politiques de l'Union européenne en vue d'atteindre moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on qualifie de Fit for 55. Puis, on atteindra un solde d'émissions nettes nulles d'ici à 2050. Et la Chine annonce son objectif de neutralité d'ici 2060. Il y a aussi des échéances plus proches de notre quotidien. En 2024, plus aucun diesel ne pourra circuler dans la zone à faible émission de Paris. En 2030, ce sera au tour des voitures à essence. À l'horizon 2035, seuls les véhicules dits zéro émission seront autorisés à la vente au sein de l'Union européenne. Alors, ces attentes ne remplissent-elles pas à nouveau le discours public? Ne sont-elles pas en train de dessiner très rapidement un nouveau projet de société? Et un projet de dimension inouïe. N'est-ce pas la première fois, bien que de manière hétérogène et insatisfaisante, que nous voyons se tisser autour des préoccupations climatiques un projet impliquant la quasi-totalité de la communauté internationale? On a dit que l'époque moderne était celle qui a vu naître des utopies temporalisées, qui ont remplacé les attentes eschatologiques, linéaires. N'avons-nous pas dans nos délais, dans nos échéances, une nouvelle temporalisation gigantesque de l'utopie, c'est-à-dire une utopie qui est placée dans le futur de la neutralité carbone? Une utopie indexée sur la survie et sur le bien-être, donc sur un objet de bien commun inéluctable, et qui nous fait ressentir pour la première fois toute l'importance d'une communauté internationale et de ce jour toute l'angoisse de la voir mise au risque par l'agression de l'Ukraine. Pour ne pas trop m'éloigner de mon métier, qui m'impose une démarche philologique, je vous propose, dans quelques minutes, de lire les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a été créé en 1988 dans le cadre de l'ONU en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances sur les changements climatiques. Le GIEC a produit à intervalles réguliers, de 5 à 8 ans, 6 rapports d'évaluation, dont le dernier en 2021-2022. C'est une lecture très instructive. Par exemple, on est confronté à la portée inouïe qu'ont des variations des températures qui nous semblent minimes. Le GIEC estime que depuis la période 1850-1900, la température à la surface du globe a augmenté de 1,09 degrés. Ce qui frappe, ce sont les différents impacts qu'aurait une augmentation ultérieure de 1,5 degré d'ici 2100 par rapport à une augmentation de 2 degrés. Donc, 0,5 degrés de différence, écart numérique minime, mais quelle perte de biodiversité et quelle souffrance humaine engendrait en plus ce demi-degré.
Je pense que peu de choses m'ont autant conduit à une réflexion que cet écart que j'ai appris dans les rapports du GIEC. Et je pense qu'il serait bien d'organiser, peut-être dans le cadre de notre initiative, des lectures collectives éclairées par des experts de ces rapports si denses de connaissances et de perspectives. Mais pour revenir à mon métier, je vous avoue que dès que j'avançais dans la lecture, je me suis surpris à lire les rapports du GIEC comme je lis d'habitude l'utopie de la République de Platon ou celle des lois de Cicéron. Elle aussi, d'ailleurs, avait les biens communs comme objectif. Chacun des rapports, qui compte plusieurs milliers de pages, est accompagné d'une synthèse et, en outre, d'un bref résumé à l'intention des décideurs, qui réduit en peu de pages l'ensemble des rapports, qui en comptent des milliers. On pourrait faire quelques remarques un peu faciles sur cette disproportion entre l'énorme base analytique et la brièveté des suggestions qu'on pense pouvoir livrer aux décideurs politiques. D'autre part, on pourrait aussi s'interroger, on a commencé à le faire, sur la composition même du GIEC, qui intègre à côté des scientifiques aussi des représentants nommés par les gouvernements. Mais ce qui m'intéresse ici est de signaler que justement, en proposant un résumé à l'intention des décideurs, le GIEC montre que son rapport est précisément une utopie qui souhaite être réalisée, un projet de société, un projet de monde. Cette nature est d'ailleurs bien visible dans la structure du rapport complet, qui est constitué de 3 parties. D'abord, un rapport sur les bases scientifiques, vous voyez le pronostic basé sur les connaissances, un deuxième sur les conséquences, l'adaptation, la vulnérabilité, enfin une 3e partie sur l'atténuation des changements climatiques sortis en avril dernier. Dans le rapport du GIEC, il n'y a pas donc seulement un constat, ce qui correspond au champ d'expérience, ni seulement des scénarios d'évolution, des pronostics basés sur les données scientifiques, on propose aussi des trajectoires indexées sur des valeurs, donc des réformes sociétales. Par exemple, pour un juriste historien comme moi, il est frappant de voir comme la fréquence avec laquelle on utilise le mot « équité », une notion du droit romain. Comme dans le paragraphe suivant, la prise en compte de l'éthique et de l'équité peut contribuer à remédier à la répartition inégale des effets néfastes associés à un réchauffement climatique à 1,5 degré et plus 2, ainsi qu'à ceux de l'atténuation et de l'adaptation, notamment pour les populations pauvres et défavorisées dans toutes les sociétés. Un point de l'analyse du dernier rapport du GIEC consiste par ailleurs dans l'étude du rapport entre les différentes formes de systèmes politiques, leur capacité, volonté d'action dans les champs climatiques. C'est, on le voit bien, une forme de critique politique par les biais climatiques. Et encore, il y a des propos sur la formation, l'éducation, l'information, les approches communautaires, y compris celles qui sont fondées sur les savoirs autochtones et locaux, peuvent accélérer l'évolution des comportements à grande échelle dans la perspective d'une limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré et d'une adaptation à ce réchauffement. Nous pouvons nous arrêter ici avec cette lecture. Si les contraintes de toute action politique sont historiquement advenues et héritées, et si pour en rester à nous, carbone, méthane et protoxyde d'azote se sont déjà accumulés dans l'atmosphère, c'est notre présence du passé. Vouloir agir suppose qu'on élabore au préalable une connaissance, un savoir. Cela est la condition nécessaire pour participer activement, intervenir avec méthode et prudence au sein des nouvelles configurations politiques modernes de vaste envergure et systémiquement complexes. C'est à ce partage des connaissances et au fond
à cette attente d'utopie que sont dédiés à l'initiative Avenir commun durable et notre colloque d'aujourd'hui qui peut donc commencer. Merci.